Bonjour à vous, merci de nous retrouver pour cette dernière intervention de la journée. Nous avons la chance d'avoir une libraire et un bibliothécaire, donc les derniers maillons de la chaîne qu'on n'a pas vus de toute la journée. On a vu un petit peu tous les métiers, il nous manquait ces deux-là, qui en plus sont vraiment les deux derniers maillons de la chaîne, en plus de toute façon. Julie, Johan, Julie, tu es libraire, voilà. Tu es libraire indépendante. Peut-être que tu peux nous dire juste un mot de ta librairie, peut-être rapidement. Alors, je m'appelle Julie Sigougnot, je suis gérante de la librairie Le Pavé dans la Marge à Mérignac, librairie que j'ai créée en janvier 2021, donc il y a 3 ans et demi d'existence, donc à Mérignac, librairie généraliste, indépendante en effet, et du coup implantée voilà, dans le centre-ville de Mérignac. Johan, tu es directeur des bibliothèques de Bordeaux et de la lecture publique. Là, ça va être un petit peu plus long pour expliquer ton travail, peut-être, non pas que libraire, ce soit plus simple, mais effectivement, il y a peut-être d'autres implications. Donc, tu es responsable du réseau des bibliothèques de Bordeaux. Et à ce titre-là, j'imagine effectivement que tu dois certainement un petit peu chapeauter toutes les bibliothèques, regarder les bibliothécaires, enfin voilà, travailler avec plusieurs personnes. J'imagine. Ce qui est une différence avec Julie, qui travaille peut-être pas avec autant de gens. On peut le supposer. Oui, en dehors de regarder mes collègues. Regardez, travailler. Oui, oui, c'est un gros réseau de lecture. Alors, je ne sais plus si on dit lecture publique, c'est vrai qu'il y a des débats sur ce qu'on appelle ça lecture publique, mais voilà, c'est 10 bibliothèques. Alors, Bordeaux, c'est particulier parce qu'on a une grosse bibliothèque centrale, la bibliothèque Mériadec. Et donc, ça implique de gérer des flux de public très importants. Mériadec, c'est 2000 personnes par jour qui rentrent. Et peut-être par rapport, déjà d'emblée, dire la différence par rapport peut-être aux interventions de ce matin ou de début d'après-midi. Déjà, on n'est pas c'est peut-être comme vous, on n'est pas des créatifs, même si à côté on est peut-être créatifs. Mais notre métier, notre vrai métier, c'est d'être passeur en fait. C'est la médiation, et ça a quand même une incidence par rapport à l'utilisation de l'IA. La deuxième différence, c'est que nous, on est dans le métier du livre, mais pas que. En fait, les bibliothèques, c'est beaucoup d'autres choses. C'est beaucoup de social, dans le secteur culturel très large, en fait. Donc, c'est aussi une différence. Donc, l'implication sur l'IA, le livre, ça va être une partie de notre activité. Et puis l'autre différence, c'est peut-être moins marrant, mais on est la seule administration en fait de toutes les interventions. Nous, on est la puissance publique, et donc pareil, c'est aussi des petites différences par rapport peut-être à ce qu'on entendait ce matin et cet après-midi. Et alors pour le coup, être responsable de l'ensemble de ce réseau, ça implique quoi au quotidien par rapport au travail en règle générale ? Mon métier, c'est à la fois être dans les fonctions de bibliothèque. Moi, j'ai toujours été bibliothécaire, je ne sais pas faire d'autres choses. Donc, c'est rendre un service public. Donc, mon métier, en fait, c'est bête, hein, mais c'est que tous les jours, les bibliothèques de Bordeaux ouvrent. Voilà, c'est ça déjà. C'est qu'il y ait du personnel, que le service soit rendu. Ça, c'est le premier point. Voilà. Et donc tous les jours, il y a des débats que les bibliothécaires connaissent peut-être. C'est le rapport entre ce qu'on fait en interne, ce qui ne se voit pas, et puis la partie publique, en fait. C'est ça le métier. Puis l'autre partie du métier qui est vraiment très prenante pour moi sur un gros réseau, parce que je ne l'ai pas dit, mais Bordeaux, c'est 250 agents. Et c'est la conduite du changement, en fait. Parce que je pense qu'on est le secteur culturel qui évoluons constamment le plus. C'est-à-dire les bibliothèques, il y a 10 ans, ce n'est pas les bibliothèques d'aujourd'hui. Et des personnes qui sont rentrées dans le métier il y a 20 ans, 25 ans, elles ne se sont peut-être pas rentrées dans le métier pour ça, en fait. Et aujourd'hui, travailler dans une bibliothèque, c'est faire du social aussi, c'est accueillir des publics très diversifiés, c'est de l'administration, c'est de la e-administration. On l'oublie pas, mais nous, à Bordeaux, on a une grande part sur aider les usagers. C'est aussi une grande part de sociabilité. Quand on regarde aujourd'hui, c'est CNFPT édicte ce que c'est une bibliothèque. Mais elle a oublié un truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui viennent en bibliothèque parce qu'elles n'ont à parler que des bibliothécaires. C'est-à-dire que de toute la journée, elles ne parleront à personne d'autre qu'à des bibliothécaires. Et nous, on a cette chance dans le service public, c'est qu'on n'est pas un service public de guichet, on n'a pas de quota, on a encore cette super chance de ne pas avoir de quota, de gestion de dossiers, et en fait, il y en a qui viennent juste pour ça, en fait, juste pour parler.
C'est intéressant parce que en fait, c'est une vraie méconnaissance de ce métier de la part du grand public en règle générale. C'est vrai que ce que tu dis, c'est intéressant de voir que quand vous êtes fermé, on pourrait s'imaginer qu'en fait vous êtes en train de lire des bouquins tranquillement, voilà, alors que pas du tout. Il y a une vraie méconnaissance du public et tous ces métiers que tu cites, c'est vraiment important parce que ça fait vraiment partie du quotidien des bibliothèques. Ça, c'est indéniable. Alors c'est ça ces changements dont tu parles ou ils sont déjà là depuis longtemps et ils sont encore plus évidents maintenant? Ouais, ils sont là depuis longtemps. Moi, j'ai toujours connu, ça fait 25 ans que je travaille en bibliothèque, j'ai toujours connu cette fonction, mais ça s'accélère avec un certain nombre de décisions plus nationales. Par exemple, la décision de dématérialiser l'administration, elle s'est faite sans réfléchir qui, derrière, allait aider les usagers. Donc les bibliothèques ont récupéré ça, mais par presque opportunité, sans le vouloir. En fait, aujourd'hui, je dirais que c'est la deuxième mission des bibliothèques, l'accompagnement. Numérique ou administratif, mais c'est d'autant plus important qu'il n'y a pas d'autres, à part mes secteurs associatifs, hein, je ne dis pas qu'il n'y a personne d'autre, mais en tout cas, du point de vue des administrations, il n'y a que nous aujourd'hui qui puissions accueillir comme ça, aider des gens. Et puis après, plus la société se durcit, ce qui est le cas, plus on voit des gens en bibliothèque. Et cet accueil, c'est devenu une compétence, peut-être pas obligatoire, mais une compétence requise maintenant? Ah bah oui, c'est la fonction numéro 1 des bibliothèques. C'est même avant les acquisitions, ça c'est la fonction numéro 1, c'est savoir accueillir. Et puis dans comment dire, des domaines parfois difficiles. Hein, on a lancé cette année une formation avec l'hôpital Charles Perrin, par exemple, pour pouvoir accueillir des publics qui sont en difficulté. C'est ça aussi les bibliothèques. Voilà. Julie, le monde de la librairie, il est très éloigné du monde des bibliothèques, en tant qu'accueil, par exemple? La librairie c'est un univers totalement différent de l'univers des bibliothèques pour plein de raisons. Parce que c'est un commerce, du coup ça ne fonctionne pas avec les mêmes fonctionnements économiques. On est sur un principe économique différent qui contraint en termes de personnes, de libraires qui vont être présents au sein de la librairie. Se retrouver sur l'accueil, ça évidemment. On ne le fait pas avec les mêmes moyens, mais en tout cas, il y a la même démarche d'accueillir un public, quelle que soit sa demande, quelle que soit de rendre nos librairies indépendantes. Et je pense que tout libraire aujourd'hui ou tout gérante de librairie a vocation à rendre sa librairie la plus accueillante possible pour tous les publics, lecteurs, pas lecteurs, premiers lecteurs, nouveaux, anciens, voilà, d'être apte à répondre à tout type de questions, à pouvoir conseiller et justement à appréhender des parcours pour chacun qui soient personnalisés, parce que c'est là où on nous attend. On a de nombreux concurrents, ça aussi c'est une différence par rapport à la bibliothèque. On a d'autres lieux d'achat de livres qui existent et au milieu desquels on évolue aussi, qui sont une réalité. Donc cet ensemble-là, on ne peut que le regarder, le constater et essayer d'exister au sein de cet ensemble et de donner du sens à ce qu'on fait nous au quotidien en tant que libraire indépendant. Et le seul sens que nous on a trouvé et donné, c'est de donner de la personnalisation, de regarder les gens, d'être dans le concret de leurs demandes, de les accompagner, d'être vraiment au plus juste et de ne pas faire de la généralité, des choses qui pourraient convenir à d'autres, et de faire ce qu'on peut retrouver dans des accès plus de libre service, donc vraiment de l'accompagnement donc tout ça se fait avec des moyens qui sont les moyens des librairies indépendantes. Aujourd'hui, la librairie indépendante, c'est pas un secteur d'activité. La librairie n'a jamais été un secteur d'activité dans lequel on roulait sur l'or, hein, loin s'en faut. C'est un secteur où on le fait parce qu'on aime ce qu'on fait, on le fait de façon passionnée, mais c'est un secteur qui, pour survivre, doit regarder la gestion de façon très fine. C'est extrêmement important. Il en va de notre survie. Aujourd'hui, tout augmente pour tout le monde. Pour nous aussi, en tant que libraire, les charges sont importantes. Le coût des livres, il ne faut pas mélanger. En librairie, on a beaucoup de gens qui viennent, qui achètent des livres. Le chiffre d'affaires réalisé par une librairie n'est absolument pas l'argent que gagne une librairie. La marge d'une librairie... Il est bon de le rappeler. La marge d'une librairie, je tiens à le dire, parce qu'il du chiffre d'affaires, on en fait. De la marge à l'arrivée, on n'en fait pas. On n'en fait pas. Quand on arrive à zéro, on est bien, on est content. Quand tout le monde est payé, les fournisseurs, les libraires, toutes les instances, on est content, on est bien. Mais on ne fait jamais, il n'y a pas d'actionnaire dans une librairie. Personne ne gagne de l'argent dans une librairie. Voilà, donc c'est un peu nos enjeux. Et donc, effectivement, la personnalisation, c'est au cœur de nos métiers. Et plus on va être
nous, en capacité de connaître nos fonds, de bien gérer déjà ce que l'on a comme outil à travers les livres que l'on choisit, et plus on a la capacité de regarder les gens qui viennent en librairie et de leur ouvrir des portes et de rendre les choses accessibles, en tout cas désirables pour le plus grand monde, accessibles je ne sais pas, mais en tout cas qu'on puisse avoir envie d'aller voir ce qui s'y passe, que ça suscite un achat ou pas. Moi, ma librairie, elle est juste en face d'une médiathèque. J'ai beaucoup de gens qui viennent me voir en librairie en me disant « Oh, mais quand même, vous avez installé votre librairie juste en face de la médiathèque. Vous n'êtes pas tiré une balle dans le pied. » Je dis « Mais pas du tout. Moi, j'ai ma carte à la médiathèque. Vous croyez quoi? Que j'achète tous les livres que je... Moi aussi, je vais à la médiathèque. J'ai des enfants qui consomment des livres. Si je devais leur acheter tous les livres, ce ne serait pas gérable. Enfin, je comprends très bien que vous alliez à la médiathèque, mais de temps en temps, il y a un livre, vous avez envie de le garder pour vous, vous avez envie de l'offrir. Et c'est là où on vient en complément. On a la chance d'avoir un réseau de médiathèques. Ce que je dis souvent aux jeunes qui sont, quand on participe aux jeunes en librairie, allez dans les médiathèques, vous allez regarder, vos yeux ils vont fureter, ils vont regarder, ça va vous donner des envies, ces envies vous allez les emprunter parce que vous avez une médiathèque à côté de chez vous, ou alors des fois vous allez avoir envie de les acheter et vous allez les regarder et ça va être quelque chose qui va faire partie de votre vie. Je pense que c'est complémentaire, on ne le fait pas avec les mêmes moyens, mais par contre je pense qu'on le fait souvent dans le même but. Il y a un élément important dans ce que vous venez de dire, c'est des métiers passion. Mais il y a besoin d'être gestionnaire de ce métier-là, en tout cas pour le libraire, bien évidemment. C'est indispensable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des centaines de milliers de livres en stock, de machins, etc. etc. Ça rappelle aussi que c'est un commerce. Et c'est très très important, effectivement, cette notion de commerce, elle est particulièrement importante. On a peut-être l'image de la librairie, c'est un endroit sympa, rigolo et tout. On voit qu'il y a eu beaucoup de créations de librairies ces dernières années, surtout au sortir du Covid ou autre. Il y a beaucoup de gens qui se sont dit, tiens, pourquoi pas libraire, alors que non, ça nécessite quand même peut-être pas un bagage culturel de libraire important, mais en tout cas une vraie réalité, de savoir qu'effectivement c'est un métier où on gagne peu d'argent, effectivement. Moi, alors je parle de moi pour le coup. Moi, dans la librairie aujourd'hui, je suis plombier, je suis acheteur de consommables et je gère les achats des cartouches d'imprimantes, etc. Je suis garante des salaires de 3 salariés à temps plein qui ont derrière des engagements de loyer, de vie, etc. Donc la gestion de la librairie se doit aussi de prendre en compte tout ça. Donc je suis agent de communication de la librairie, je suis intervenante dans ce genre de moment aussi pour parler de ce que c'est que la réalité de la librairie. Je vais être en relation avec des gens, je vais refaire la signalétique sur les vitrines, il va falloir faire des affiches, il va falloir les imprimer. Enfin, on est de véritables couteaux suisses. Alors tout ça, si on le savait avant de se lancer dans l'univers de la librairie, on ne le ferait pas. Enfin, moi, il y a 4 ans, quand je décidais de me lancer, si j'avais su tout ça, très honnêtement, je n'aurais pas fait. Donc, la grande qualité qu'il faut, c'est avoir envie d'apprendre et avoir envie de se dire que le livre, oui, si on arrive à lui consacrer du temps à l'arrivée, c'est qu'on aura réussi à développer pas mal d'outils et de façons de faire les choses chouettes. Mais par contre, oui, il faut gérer beaucoup de choses différentes. Vous travaillez avec des bibliothèques ? Alors oui, on travaille avec des bibliothèques. Alors il y a 2 types de travail avec les bibliothèques. Il y a les bibliothèques marché et les bibliothèques hors marché. Tout dépend des niveaux d'investissement, des capacités d'investissement, d'achat des bibliothèques. On travaille notamment pour l'instant avec des bibliothèques avec lesquelles on est en partenariat hors marché, ce qui est très chouette parce que ça permet d'avoir une relation comment dire, assez simple dans les échanges. Aujourd'hui, la librairie, elle est trop jeune pour pouvoir répondre à des marchés de bibliothèques. Il y a un principe de réalité aussi. Comme je disais, la librairie a 3 ans et demi. Un engagement auprès d'une bibliothèque, on ne peut pas répondre comme ça à une offre, à un marché de bibliothèque en se disant on verra bien si on est pris. Non, ça demande derrière une logistique, ça demande des compétences, ça demande du temps, ça demande d'avoir les salariers pour le faire. Un réalisme économique. Un réalisme économique. Alors, ça, on peut mais vraiment, ça demande une structure logistique, d'emplacement, de temps de personnel, de savoir comment on gère les outils. Ce sont des outils bien spécifiques. Moi, je ne me voyais pas me lancer comme ça. Il a fallu d'abord apprendre à maîtriser tous ces outils, savoir comment ça se passait aussi du point de vue des bibliothèques, quelle était leur réalité et comprendre quelles étaient leurs attentes. Maintenant, on va pouvoir commencer à envisager sur notre territoire, petit à petit, à pouvoir prétendre, en tout cas postuler pour des petits morceaux éventuellement de marché. Mais à un moment donné, ça demande quand même des compétences qu'il faut savoir regarder. Il faut se poser les questions avant d'essayer d'apporter des réponses, quoi. Yoann, tu l'as précisé tout à l'heure et c'est très très important. Dans vos 2 métiers, vous n'êtes pas des créateurs.
effectivement. Et depuis ce matin, c'est vrai qu'on parle principalement de création, avec tout ce que les gens ont pu dire d'ici là, des inquiétudes ou pas forcément des inquiétudes, mais en tout cas un rapport à la création où certaines personnes, certains corps de métier dans la création s'inquiètent, ou pas, hein, peu importe, mais s'inquiètent des puissances de l'IA et de ce qu'elles peuvent générer. Pour le coup, ce n'est pas votre cas à tous les deux, puisque vous n'êtes pas effectivement des créateurs. Mais est-ce que dans le fonctionnement chacun de vos métiers, est-ce que l'IA peut être présente? Est-ce qu'elle peut être utile? Puisqu'on peut imaginer qu'effectivement, il peut y avoir des choses qui sont faites administrativement parlant, ou sur une multitude de choses, ou peut-être même des chatbots ou des choses comme ça, peu importe, mais qui sont très très différentes de la création. Est-ce que, par exemple, j'imagine que la bibliothèque de Bordeaux a dû déjà réfléchir à tout ça, est-ce que dans le quotidien de la bibliothèque de Bordeaux, il y a déjà des IA? Déjà, le premier point, c'est que la réflexion dans les bibliothèques sur l'IA est naissante, là. C'est même Thierry disait, c'était en 2020-2022. Là, je dirais que l'acte de naissance de la réflexion de l'IA en bibliothèque, c'est 2024. Avant, il y avait une forme soit de méconnaissance ou d'indifférence à la question. Et cette année, je constate que on fleurissent les journées d'études, les colloques là-dessus, alors qu'en 2023-2022, il n'y avait rien du tout. Donc là, en fait, là, je ne peux pas dire qu'il y a une réflexion poussée encore, mais il y a plutôt une forme d'opportunité à investir tel ou tel champ. Alors, il y a plusieurs questions. Il y a la question de l'IA qui intervient dans le champ du cœur de métier, et puis il y a l'IA qui interviendrait dans des champs plutôt d'accueil des publics et l'apport que ça pourrait avoir. Alors, sur cette dernière question, à Bordeaux, on a 2 projets, et la réflexion, c'est comment l'IA peut faire des choses que nous, on ne sait pas faire, en fait. Quel est l'apport de l'IA dans ce domaine-là? Premier point, c'est l'accueil des publics. Effectivement, alors on a lancé un projet il y a 2 ans, on était sur du chatbot, et maintenant on est sur de l'IA conversationnelle, c'est-à-dire comment on accueille des publics qui, de par les vagues migratoires de la ville, viennent à la bibliothèque pour un certain nombre de services, mais qui ne maîtrisent pas les grandes langues internationales comme l'anglais, l'espagnol, etc., l'arabe. Et on a un problème d'accueil à ce niveau-là. Donc on travaille aujourd'hui à avoir un outil qui, c'est de l'IA conversationnelle, puisse expliquer rapidement à ces publics-là, soit qui ne maîtrisent pas l'écrit non plus, parce que c'est aussi un problème, hein. Ça ne sert à rien de proposer une petite fiche pratique dans ces langues-là. Mais souvent, ces personnes ont des téléphones, néanmoins. Et donc, on va pouvoir avoir de la traduction assez rapide en pachtoun, en géorgien, en bulgare. Et ça, c'est un vrai plus pour nous. Et on voit là, on commence à regarder ces outils-là, et c'est un vrai plus. Parce qu'en plus, il y a des paramétrages fins qui permettent de dire le niveau de langage. Il y a même, on peut mettre un QR code, et le QR code va tout de suite, quand on va flasher, ça va reconnaître la langue du téléphone, et ça va tout de suite adapter la conversation qui se prépare dans cette langue-là. Donc nous, là, l'IA, c'est un plus, parce que nous, on n'est pas en capacité de faire ça du tout. Après, il y a un deuxième projet qui est intéressant, mais c'est de la médiation. Donc à Bordeaux, nous sommes tournés vers Montaigne tout le temps. Donc c'est un point important pour nous, parce qu'on a l'exemplaire, enfin je caricature, mais on va dire l'exemplaire original des essais de Montaigne. C'était classé à l'UNESCO, donc on doit faire tout un tas d'activités de médiation. Et là, on travaille sur un projet qui est de faire parler Montaigne, en fait. Et c'est vrai que c'est assez puissant. Alors on n'est pas sur de l'IA conversationnelle qui irait prendre des infos sur le net. Là, on est sur une base fermée, qui est ce que nous, on alimente, en fait, de ce que nous, on produit sur Montaigne, ou ce que des chercheurs produisent sur Montaigne. Et ça, c'est vraiment super intéressant, parce que, faut être honnête, moi, j'ai testé, c'est beaucoup plus sympa d'interroger comme ça je sais pas, une espèce d'entité qui serait un Montaigne, que de lire 50 pages ou 100 pages sur la vie et l'œuvre de Montaigne. Et là, on peut, parce on travaille avec une boîte qui travaille avec TV5 Monde, et qui a sorti, ou qui va sortir plutôt des petites pastilles pour interroger des grandes figures de la littérature française. Et donc, on va interroger Montaigne, on va dire, mais qui t'es, toi, pourquoi t'es connu, qu'est-ce que tu as fait, pourquoi on parle encore de toi, et c'est des choses comme ça. Et c'est vraiment intéressant. On peut paramétrer la taille de la réponse, le niveau de langage. Donc, en termes de vulgarisation, médiation, c'est un plus indéniable. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant pour ce domaine-là. Après, il y a la question centrale, qui peut être polémique,
de comment l'IA intervient dans la question des acquisitions. Parce que c'est une possibilité. Donc là, on débute tout juste une réflexion, parce que je crois qu'il n'y a pas à avoir de tabou. Et puis, je pense que c'est pas. Moi, je rentrais dans le métier, à un moment donné, on se posait la question de la pérennité et l'avenir des bibliothèques par rapport aux ressources numériques. Je pense qu'on a complètement dépassé ça. Et je pense qu'il n'y a plus d'inquiétude, même avec l'IA là-dessus. Parce qu'on a montré que les bibliothèques étaient avant tout des lieux de sociabilité qui auraient toujours besoin d'accueil d'humains. Donc, je pense qu'on n'est plus, même avec l'IA, on n'est pas dans l'inquiétude. Mais qu'est-ce que peut apporter l'IA? J'ai envie de dire, l'IA peut apporter une aide dans les acquisitions à un moment donné où moi ce qui m'inquiète justement comme responsable de bibliothèque, c'est l'empilement des missions et le fait qu'à un moment donné on expose parce que souvent on rajoute des missions aux bibliothèques, comme je disais, le numérique, l'accompagnement administratif. Par contre, c'est plus difficile d'en enlever parce qu'on a toujours des réticences à dire on va plus faire ça. Je vois avec mes collègues qui sont au secteur musical, c'est pas facile de dire on va prêter des instruments de musique, on va créer un studio, et par ailleurs on va aller moins sur le prêt de documents, par exemple. Donc c'est pas facile d'enlever. L'IA peut peut-être nous aider à gagner du temps là-dessus. Je prends un exemple très concret. On est sur un projet de reconstruction d'une bibliothèque de quartier, donc dans le quartier Bacalan. La bibliothèque va être rasée dans quelques jours. Et en fait, tout le fond a été enlevé. En fait. On repart de zéro. Voilà. C'est comme si on créait une bibliothèque. Donc la question se pose, et on va faire une petite expérience. C'est-à-dire dire, pour créer ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, un fond de base, c'est-à-dire ce que doit avoir une bibliothèque de cette taille-là. Cette bibliothèque va avoir 40 000 documents. Donc il y a un fond en histoire, en géo, en sciences. Il y a ce qu'on appelle des fonds de base. Est-ce que aujourd'hui, est-ce que l'IA ne peut pas nous aider? Est-ce qu'on retrouverait la même chose entre nous, ce qu'on mettrait, et ce que l'IA va nous proposer? Donc on va faire des petits tests là. Ça va nous servir comme d'expérience grandeur nature pour savoir ce qu'on n'a pas du temps à gagner. Je ne parle pas des nouveautés, je parle parce que les nouveautés, ça tient aussi une politique documentaire, et des documents que l'IA ne peut pas s'imprégner de ça. Mais par contre, sur ces fonds de base, c'est intéressant de savoir est-ce qu'il n'y a pas du gain de temps à avoir là-dessus. C'est-à-dire, si je suis bien, on demanderait à l'IA de générer un nouveau fonds ou de travailler sur l'existant. Pour caricaturer, on parlait de BD, une bibliothèque comme qui dessert par exemple 30 000 habitants, qui a tant de BD, on a estimé à tant de BD, quels seraient les 100 BD, les 200 BD à avoir en fond entre guillemets de base. Voilà, c'est ça. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est pas qu'on va le faire, on va comparer. On va dire, on va mettre nos collègues bibliothécaires là-dessus, puis on va voir ce que c'est. Voilà. Et alors pour le coup, le résultat, c'est-à-dire que... Ben, on va le voir. Oui, j'imagine, mais et le résultat, quand tu auras le résultat des deux, vous supposez qu'il va y avoir de grandes différences J'en sais rien du tout. C'est justement, c'est une idée. Voilà. On parlait à midi, on mangeait, on disait Mouse par exemple, on peut très bien imaginer que des BD comme ça vont se retrouver dans les deux. C'est évident, parce qu'il y a des tonnes de listes, des 100 BD qu'il faut avoir lues, etc. Et alors, pour le coup, si par exemple Mouse de Art Spiegelman n'est pas dans la liste de l'IA, je serais étonné quand même, mais on ne sait jamais. Éventuellement, peut-être pas. Donc, comment ça se passe dans ces cas-là? C'est-à-dire que... C'est pour ça qu'on compare avec nos collègues, et que c'est quand même nous, in fine, heureusement, qui la finalité. La finalité, oui. Mais c'est quand même intéressant parce qu'il n'y a pas d'expérience trop. Enfin, moi, je n'ai pas vu dans la littérature professionnelle aujourd'hui des expériences de ce type-là. Julie, par rapport à la librairie, là, par exemple, on a eu des cas très concrets par rapport à la bibliothèque. Alors, voilà, c'est pas du tout la même chose, bien sûr, mais il y aurait des applications de l'IA qui pourraient aider la librairie, je sais pas moi, la gestion des stocks, un travail de commande automatique, enfin je sais pas, j'invente des trucs, peu importe, des choses qui pourraient permettre d'aider et de libérer du temps sur le travail des libraires, qui peut être parfois un travail très chronophage, mais qui pourrait peut-être être réduit grâce à une IA. C'est envisageable ça? Alors déjà, c'est la première question qui est soulevée, c'est la question de multitâche des libraires. Comme le métier de bibliothécaire d'il y a 10 ans ou 20 ans n'est pas celui de bibliothécaire d'aujourd'hui, le métier de libraire d'il y a 10 ou 15 ans n'est pas le métier de libraire d'aujourd'hui. Ils sont venus se surajouter énormément de compétences qui ont été induites par l'évolution du métier, qui est en évolution constante du fait de la société et du fait de tout ce qui se passe, parce que
libraire est inscrit dans une société en constante évolution aussi, effectivement, aujourd'hui, lire et savoir parler des livres et savoir faire une scénographie autour des livres ne suffit pas aujourd'hui pour être libraire. Il faut être sur les réseaux sociaux, il faut créer du contenu en termes de coup de cœur. Alors on ne crée pas de contenu, certes, on crée quand même une scénarisation d'une multiplicité de contenus qui nous sont mis entre les mains. C'est-à-dire qu'on quelque part, en librairie, on crée des scénographies avec les livres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas poser des livres sur une table. Ça ne suffit pas. En tout cas, ce n'est pas satisfaisant de notre point de vue de libraire indépendant. Des livres posés sur une table, ils répondent à une certaine lecture que l'on veut proposer de ces livres. Donc, il y a quand même une forme de création parce que on ne retrouvera pas le même assemblage dans une autre librairie, et c'est ce qui fait toute l'indépendance et toute la richesse aussi de cette proposition, et ce qui permet de mettre en valeur les œuvres aussi, parce que voisine d'une autre œuvre qui n'aurait rien à voir serait peut-être moins visible, moins lisible, en tout cas moins intéressante, où le regard s'y porterait peut-être pas. Donc il y a quand même une forme de création de ce point de vue-là, et notamment création, ça va être surtout de la création des coups de cœur. Alors les coups de cœur, nous on est en tant qu'individu, en tant qu'humain, on écrit des pensées qui nous sont propres pour dire le ressenti qu'on a par rapport à une œuvre, pour en dire la qualité et pourquoi on a envie de le mettre entre les mains de quelqu'un. Ça, c'est une création personnelle. Les libraires qui sont à l'origine de ces coups de cœur, à un moment donné, quand on les met nous-mêmes sur les réseaux sociaux, etc., on se rend compte aussi qu'on contribue à créer du contenu qui va être utilisé par de l'IA après nous. Donc, c'est important pour nous aussi, pour se différencier, de garder quand même cette valeur ajoutée que l'on peut apporter. Alors, l'IA, elle peut nous aider dans certains segments qui ne sont pas nos compétences de base. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont extrêmement chronophages, en effet. Alors, je ne dirais pas tant la gestion en librairie, parce que là, on a des outils mutualisés, comme toute profession. Les librairies indépendantes sont mutualisées dans différents types de structures qui elles-mêmes nous proposent des outils de gestion qui utilisent très certainement de l'IA par ailleurs, mais l'ADELC, le syndicat de la librairie française, les librairies indépendantes de Nouvelle-Aquitaine, tout ça sont des structures qui nous permettent de collaborer et par un principe de solidarité de faire remonter ce qui peut se passer dans nos librairies et d'avoir des points de comparaison et d'évoluer. Donc l'IA, je dirais, n'irai pas chercher sur ce côté-là. Par contre, très clairement, en termes de communication, sur les réseaux sociaux qui nous prennent un temps, c'est effrayant. Alors, on n'est même pas sur de la consultation, on est sur de la production, sur des choses pour mettre sur un compte Instagram, sur un compte Facebook, pour un site internet, etc. Donc, sur toute la promotion, la visibilité sur les réseaux de ce que peut proposer la librairie, ça prend beaucoup de temps, parce que c'est pas juste rédiger un texte, c'est derrière le mettre en forme, arriver à chercher les bonnes images pour arriver à faire les choses. Donc ça prend beaucoup de temps. Et il faut dire qu'on est face aussi, nous on est face à un géant, enfin on va le nommer, mais Amazon en face de nous utilise l'IA depuis très longtemps. Le principe, vous avez aimé, vous aimerez, enfin ça, c'est une lutte du quotidien sur lequel nous, on ne peut pas adhérer à ça. On ne peut pas déléguer un logiciel parce qu'il est probable, enfin parce qu'il y a certains éléments qui vont... Enfin, on est vraiment sur une réduction justement de la découverte. Enfin, on est en train de réduire le champ des possibles. Nous, on ne peut absolument pas se contenter de ça. Et du coup, l'IA ne peut pas nous secourir par rapport à ça, parce que nous, on essaie d'ouvrir cette fenêtre-là. Et évidemment, toute l'IA a tendance à amener vers ce qui est déjà apprécié. Donc, on ne sort pas de son champ du possible. Donc, vraiment, on essaie de prendre le contre-pied. Après, l'utiliser sur certains éléments, même c'est très compliqué. J'ai fait des essais, sur ChatGPT, mais c'est affreux. Enfin, c'est affreux dans le sens où vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui a du sens, mais en fait, ça n'a pas de sens si vous regardez vraiment profondément. J'ai demandé à ChatGPT de faire des coups de cœur sur des livres, mais je ne sais pas de quoi il parlait, mais ça avait l'air d'avoir du sens. Mais si on essaie de lire concrètement les mots qui sont les uns avec les autres, la syntaxe est bonne, mais le contenu, c'est joli, mais ça ne dit rien, en fait. Et ça ne rapporte absolument pas la réalité de ce qui veut être présenté. Donc, pour l'instant, pour moi, c'est pas satisfaisant, parce que d'apparence, ça a l'air bien, mais quand on regarde, en fait, vraiment, et quand on s'intéresse aux choses, je trouve que ça n'a pas de contenu. Donc, l'IA, ça reste quelque chose qui, aujourd'hui, se développe.
ça avance à tâtons, ce que disaient les intervenants, voilà, ça avance par avancée, par retrait. Moi, j'essaie d'être très vigilante par rapport à ça et de discuter avec des gens qui sont très en pointe là-dessus. Encore pas longtemps, pour préparer cette intervention, je discutais avec Laurent-Pierre Gilliard, qui est directeur de la prospective à Unitech. Donc, on est vraiment sur les gens qui sont en pointe sur l'IA. Et justement, j'étais curieuse de savoir où il en était et où étaient les avancées par rapport à ces sujets-là. Et c'est vrai que ça va très loin. Et il le disait lui-même, il y a des branches qui sont en train de pousser, qui vont s'arrêter très vite parce que ça n'aura pas vocation. Donc l'important, c'est d'essayer de voir en quoi cet outil peut nous être utile, effectivement, mais sans jamais... déléguer ça à déléguer notre travail à une intelligence artificielle, ça me semble être terrifiant. Il y a plusieurs articles dans le livre hebdo là, depuis 1 an qui sont sortis là-dessus. Il y en a eu 2 sur un créateur d'IA qui essaye de faire une IA qui propose aux éditeurs pour savoir quel livre est éditable, pas éditable, s'il aura du succès, etc. etc. Et en fait, dans les articles qu'il y a pu avoir, on ne sait pas trop s'il arrive vraiment à vendre son truc ou si tout le monde est un petit peu réticent. Et en même temps, j'imagine que ça doit faire aussi réfléchir. Si on a un truc, on dit, est-ce que ce bouquin-là, il va marcher? Oui, je le prends et je le vends. Non, allez voir ailleurs. On pourrait presque imaginer une même chose en librairie, c'est-à-dire les nouveautés qui arrivent, et avant qu'elles arrivent, on pourrait dire, bon, alors ça va marcher, pas marcher, j'en prends 1, j'en prends 10. C'est peut-être un peu compliqué, non? En tout cas, en librairie, on est en première ligne avec des gens. Nous sommes des humains qui parlons à des humains. Est-ce que nous avons besoin de la médiation d'une intelligence artificielle pour continuer ce dialogue? Je me pose la question. Honnêtement, je me pose la question, est-ce que juste mobiliser ses propres connaissances et rester dans l'écoute et dans le dialogue, est-ce que ce n'est pas suffisant pour répondre à des demandes qui soient au plus justes? Honnêtement, moi, je m'interroge sur quelque chose de plus global. La société nous demande d'aller de plus en plus vite. Pour aller de plus en plus vite, on commence à utiliser des outils qui nous permettent d'aller de plus en plus vite. Aujourd'hui, c'est quelque part la fin de beaucoup de métiers qui est en train de s'amorcer en décidant de sacrifier la compréhension du contenu pour accéder à plus de rapidité. Est-ce que je peux répondre à un client, ce livre, je ne le connais pas encore, mais par contre, on en reparle dans 15 jours parce que je l'aurai lu, ou est-ce que je me contente de ce que va me dire une IA? Ma question, elle est là. Est-ce que la personne que j'ai en face de moi accepte de patienter 15 jours et qu'on ait un retour et est-ce qu'on est à 15 jours près ou pas? Ou est-ce que je donne une réponse de suite, mais par contre qui est une réponse que moi-même je ne maîtrise pas, ou je suis simplement un passeur d'informations dont je ne suis même pas sûre de la justesse, même pas de la véracité, de la justesse. Donc tout ça, c'est des questions qui interrogent. Alors ça existe, je veux pas dire l'IA, il faut que ça soit terminé, mais je pense juste qu'à un moment donné, c'est aussi l'enjeu pour nous, pour les générations qui arrivent aussi derrière, d'arriver à être aussi transmettre des savoir-faire et des façons de faire, donc de garder de la distance par rapport à tous ces outils. Ils vont arriver, maintenant, voilà, c'est toujours la question centrale. Est-ce que c'est la technologie qui va nous mener ou est-ce qu'elle va être un outil pour ce que l'on fait, ce que l'on a toujours fait, ce qu'on fera dans l'avenir? Parce que très clairement, s'il y avait la possibilité d'avoir un générateur de best-sellers, ça serait un peu compliqué parce que tout le monde vendrait les mêmes livres, les mêmes bouquins, et enfin, il n'y aurait plus du tout de diversité, plus rien. Tous les libraires auraient les mêmes livres, exactement. Demain, ça existe. Moi, je suis plus libraire. J'ai plus de sens. Plus de sens dans le métier que je fais. Qu'il y ait des best-sellers, j'ai pas de problème qu'il y ait des best-sellers. Il y en a besoin. C'est très bien. Honnêtement, c'est pas un souci du tout. Mais par contre, si on peut pas faire émerger des nouvelles voix, si on peut pas entendre des traductions, des choses qui viennent d'ailleurs, si on peut pas être le passeur de ce genre de choses, parce que c'est pas bankable, parce que c'est pas rémunérateur, parce que c'est pas suffisamment efficace, à un moment donné, moi, honnêtement, je changerais très clairement de métier parce que ça n'a plus de sens. Quand je commençais en disant voilà, on n'est pas riche en librairie, mais par contre, quand on se lève le matin, on sait ce qu'on fait, on se dit ça a du sens. On ne trompe pas les gens avec qui on parle. La vente d'un livre, alors oui, on vend des livres, mais la personne qui quitte notre librairie avec un livre sous le bras, notre plaisir, c'est qu'il soit satisfait de son achat. C'est que c'est 20 €, 22 €, 25 €, 30, 50 € peu importe, qu'il va dépenser dans son livre, on se dise ce livre-là, il part avec, c'était bien, c'est le bon livre, c'était pour la bonne personne, ça va être un bon moment. Et ça, je pense qu'on prend le risque d'être dans une relation qui est faussée si l'IA vient intervenir dans ce choix-là. Pour la question de l'assortiment, c'est très compliqué. Moi, j'ai ouvert la librairie il y a 3 ans et demi. Faire un assortiment pour une librairie, faire un assortiment, c'est compliqué. C'est compliqué.
ne peut pas le faire tout seul, il faut être aidé. Je n'avais pas possibilité de le faire avec de l'IA à l'époque quand je l'ai fait. Est-ce qu'aujourd'hui, si c'était à refaire avec les outils qui sont, parce que les choses ayant très vite, les réponses d'hier ne sont pas les réponses d'aujourd'hui non plus, est-ce que je l'aurais utilisé pour comparer? Je pense que c'est extrêmement intéressant pour voir le gap justement de la création humaine et de ce que propose l'IA, parce que c'est toujours important, je pense, de voir jusqu'où va l'IA, à quel moment on peut être dupé sans s'en rendre compte, enfin de passer à côté de l'information. Donc je pense que c'est... Mais c'est vrai que la connaissance humaine des choses reste pour moi le dernier mot d'histoire. C'est à nous de prendre les dernières décisions. Johan, tu nous as parlé des choses qui étaient en état de réflexion, voire même peut-être déjà engagées sur les IA. Est-ce qu'il y a des projets auxquels vous êtes en train de réfléchir, mais à plus long terme, 2, 3 ans peut-être parce qu'ils sont longs à mettre en place ou autre, et qui pourraient effectivement intervenir directement dans le quotidien des bibliothèques de Bordeaux? Est-ce qu'il y a des applications auxquelles tu rêves peut-être, ou je sais pas, des choses qui permettraient de dire ah tiens, si on faisait ça, si on avait les moyens, si les IA étaient suffisamment performantes pour faire ça, on pourrait faire ça, ça, ça et ça. Moi, je rêve clairement d'une IA qui fasse le planning d'ouverture des banques de services publics de Mériadec, ça c'est clair. Mais je pense que ça va pas arriver tout de suite. Non, je pense que j'ai toujours travaillé sur le numérique en fait en bibliothèque. Je trouve qu'on arrivait à un moment de notre histoire où l'innovation est moins importante à la fois par rapport aux sorties, puis par rapport à la réflexion. Moi, je suis arrivé dans le métier avec le Web 2, justement les portails qui évoluaient, les catalogues qui évoluaient. Et aujourd'hui, moi, je vois pas d'innovation importante. Et je crois que c'est parce que c'est pas le sujet en fait. On est arrivé à un stade où on attend peut-être autre chose des bibliothèques et pas de l'innovation technologique, à mon avis. Moi, je vois pas de l'IA changer fondamentalement notre métier, à part en outils. C'est ça que je voulais peut-être préciser par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Un bibliothécaire, lui, il voit toute la production, il doit en sélectionner un centième, un 500e, un dixième, selon la bibliothèque où il est. Donc il a forcément des outils de choix. J'ai un collègue en face, il pourra me contredire. Donc on va utiliser Electre comme des libraires, on va utiliser des blogs, on va utiliser de la littérature. On va utiliser des libraires. Des libraires, bien sûr, pour des offices ou autres. Et puis pour moi, l'IA, c'est un en plus. En fait, c'est presque comme un Google amélioré, parce que chaque bibliothécaire va sur Internet, c'est évident. Il va faire des recherches, comme je vous disais, pour un fond de base en BD. À partir du moment où on ne connaît pas les 100 par exemple BD qu'il faut avoir, sachant que c'est ultra subjectif, hein, je dis ça. Complètement. Il y a je sais pas, il y a des dizaines de listes de les 100 BD qu'il faut avoir, mais on va aller sur Internet, on va comparer. L'IA pour moi c'est juste le petit truc en plus, pas plus. Je me rappelle, il y a 3 ans à Bordeaux, on avait ou peut-être plus un cycle avec l'INRIA où il y avait justement un spécialiste qui nous disait mais en fait on parle d'IA mais c'est pas de l'IA en fait, c'est des algorithmes. En fait, on pense à l'IA, on pense à HAL dans 2001, l'Odyssée de l'espace. On dit, on est à 1 million. Celui-là, il est dangereux. Non, en plus, ouais, mais il dit, on en est à 1 million d'années-lumière de ça, en fait. Hein. Donc, pour moi, c'est ça l'IA. C'est juste nous aider, avoir un outil de plus pour nous aider. Et pas plus, quoi. Parce qu'après, l'humain est hyper important. Je ne vais pas faire des cours de politique documentaire, mais ce qu'on va acheter, voilà, parce que vous avez le Grand Parc, la bibliothèque du Grand Parc, c'est pas du tout ce qu'on va acheter à la bibliothèque Mériadec. Parce que l'IA ne peut pas savoir que la bibliothèque de Bordeaux a une mission très importante pour valoriser la production éditoriale locale et régionale. Et ça peut pas se rentrer dans l'IA en disant tel bassin de population, tel, je sais pas, moi, nombre d'hommes, de femmes, d'enfants. Aujourd'hui, il y a des critères qui puissent être rentrés. Oui, mais parce que l'IA, il part d'une base de données. Lui, il n'invente pas, justement, on l'a dit, il n'est pas créatif. Et donc, faut-il que l'IA ait accès à ces données-là, qui ne sont pas du tout aujourd'hui. Si on avait mis, chaque bibliothèque avait mis toutes ses chartes documentaires, ses schémas d'orientation des collections, tout ça, dans une base de données énorme, peut-être qu'il pourrait raisonner. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, c'est de la littérature grise. Combien de bibliothèques mettent en ligne tous ces documents qui sont internes? Très peu. La question se poserait si toutes les bibliothèques de France publiques mettaient en... Et là, peut-être que l'IA arriverait encore, je ne sais pas, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc le travail fin qu'on fait sur un territoire, puisqu'on travaille le territoire avant tout, et le public, je crois aucune IA peut le faire à notre place. Et pour le coup, sans rentrer dans aucune polémique, on a vu ce matin qu'il y a quand même beaucoup de corps de métier qui sont un peu inquiets par cette IA. Dans les bibliothèques, il y a des agents, des bibliothécaires qui sont inquiets de ce que pourraient faire les IA plus tard.
À la bibliothèque, je ne pense pas. Je sais pas si, je crois que Enfin, c'est comme pas, je c'est pas une disais, question piège. Hein, non, c'est pas un débat. Je pense que, contrairement aux ressources numériques, il y a une vingtaine d'années où il y avait un débat, est-ce que les gens vont aller en bibliothèque? Là, il n'y a pas trop de débat là-dessus, sur la pérennité du métier. En revanche, c'est vrai que je discute souvent avec les graphistes du service communication de la ville. Là, et il y a une certaine facilité. Je vais vous donner un exemple, comme c'est pas enregistré et que ça ne sera pas diffusé. Euh, il y avait longtemps qu'on demandait une campagne de com sur la bibliothèque. Donc il y a 2 ans, voilà, ils nous produisent une campagne de com avec un visuel qui est clairement un visuel de Canva, parce qu'on n'a pas parlé de Canva, mais il y a de l'IA dans Canva. Et pour découvrir après que le département de la Dordogne avait repris le même, que la ville de Lyon avait repris le même. Et donc ça, c'est un problème. C'est le manque de créativité. Parce que graphiste, c'est pas juste savoir utiliser InDesign et d'autres outils. C'est aussi la part créative. Et je constate, quand même, depuis 20 ans, je travaille en bibliothèque avec des services com, qu'il y a une baisse de créativité flagrante de ce point de vue-là. Et ça, c'est un problème pour moi. Ouais. C'est pas bibliothèque, mais c'est en marge de comment on communique. Ouais. Sur Julie, il y a des applications d'IA auxquelles tu rêverais en te disant « Ah tiens, si j'avais ça », hors réseaux sociaux, etc. Ça, on a bien compris. Non, mais il y a plein de choses qui peuvent être développées. Après, voilà, c'est toujours la question de la base de référence, en fait, moi, parce que l'IA, qu'un outil puisse générer à partir d'une base de référence des informations. Je me dis, un chatbot à l'échelle de l'association des libraires indépendants Nouvelle-Aquitaine, ça pourrait être quelque chose de super pour répondre. Mais par contre, il faudrait que la base de référence, ça soit une base alimentée par les coups de cœur des librairies indépendantes de Nouvelle-Aquitaine. En fait, c'est toujours à quoi on se réfère. Aujourd'hui, les situations de l'IA, on est sur des énormes structures qui vont chercher des informations sur l'entièreté des informations disponibles. Et du coup, il va y avoir de tout. Et derrière, les algorithmes vont mouliner avec toutes ces informations. Toutes les informations de ce point de vue-là se valant, c'est difficile d'en arriver à quelque chose qui soit précis et qui soit personnalisé et qui s'incarne sur un territoire. Parce que la question, elle est aussi là. C'est que, est-ce que ce qu'on va proposer avec une IA sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, est-ce que c'est valable sur le Grand Est? Est-ce qu'on va proposer la même chose en Rhône-Alpes? Est-ce qu'à un moment donné, ça a du sens parce qu'on est en Nouvelle-Aquitaine et pas ailleurs? Est-ce qu'on propose la même chose en Andalousie? Enfin, à un moment donné, il faut se poser la question de où est-ce qu'on se situe aussi. Et là, pour le coup, moi, de mon point de vue de libraire indépendant, c'est le cœur de mon sujet aussi. C'est-à-dire que je ne suis pas libraire à côté du Mans. Je suis libraire à Mérignac, sur le territoire de Mérignac, à côté de Bordeaux, avec la population que je rencontre, qui n'est pas une population sociologique dans laquelle on peut mettre des tableaux. Il y a tant de pourcents d'agriculteurs, de machin, il y a tant de gens qui gagnent au-dessus de ça. Enfin, tout ça, ça reste. C'est des gens que l'on voit, que l'on expérimente, et les réduire à ça, je trouve que c'est compliqué. Donc toute la base de référence, pour moi, c'est la base de réflexion de l'IA. Si demain on arrive à générer, et c'est la question aussi des enjeux commerciaux de l'IA, parce qu'on parle d'IA générative, il y a de l'open source et il y a de l'IA commerciale. Donc à un moment donné, on participe aussi à des fonctionnements où on enrichit aussi des choses qui viennent nous dominer. Donc si demain on arrive à avoir de l'IA en open source avec sourcé comme il faut, où on a une traçabilité d'où viennent les informations et que derrière ça nous génère une application qui soit à l'image de ce qui peut être utilisé de façon très commerciale et très voilà, mais qui par contre partent sur une base de qualité. Je dirais oui, c'est super. Là, on utilise un outil technologique qui rend des services et qui répond à des questions, mais sur une base où on est garant des réponses qui sont apportées. Donc, tout dépend de quelle partie, de quelle base on part. Et tout ça, ça suppose une autre interrogation qui est les investissements, c'est les financements de tout ça. Tout ça coûte de l'argent. Quand vous évoquez la question de la création artistique, la création, ça se paie. Ça se paie. Et aujourd'hui, une IA, ça se paie moins cher qu'une personne qui va passer du temps à réfléchir. Un coup de cœur d'un libraire, c'est du temps passé à réfléchir, à lire le livre déjà, à réfléchir à ce qu'il va pouvoir y mettre. Derrière, ChatGPT en version gratuite, ça coûte beaucoup moins cher en termes de temps, parce que Donc c'est la question de savoir quel investissement financier on fait aussi pour la création. Et je pense que c'est un peu... Donc qu'on développe des choses, enfin moi je serais totalement contente de pouvoir avoir ce genre d'outils, mais par contre à condition qu'ils soient faits,
qu'il soit fait de façon pensée par nous en tant qu'intervenants et intervenantes du secteur. En gros, le résumé de la journée, c'est exigence. Quel que soit le corps de métier, quel que soit, ça paraît assez évident en fait. Moi, je pense qu'à terme, on perdra tout le monde si on n'est pas exigeant. Si nous, on se perdra soi-même, parce que si on n'est pas exigeant avec nous-mêmes, au bout d'un moment, on va perdre du sens dans ce qu'on fait, et puis on va perdre la confiance aussi. Y a-t-il des questions dans la salle? Ah, quand même. Je vous ai entendu parler du problème de Amazon et de son fameux vous aimerez. Je sais qu'il existe des algorithmes qui fonctionnent sur le principe inverse. J'ai en mémoire un plugin pour Twitter de quand Twitter fonctionnait, on va dire, qui proposait un fil radicalement opposé à ce qu'on avait nous. Je sais qu'il y a un agrégateur de news américain qui fonctionne sur le même principe, où il identifie le biais du lecteur et offre des sources du biais opposé. Est-ce que vous pensez qu'un tel outil pourrait être utile pour faire justement des recommandations qui ne vont pas dans le sens du confort du lecteur ? Alors, un tel outil, là, on est sur des choses. Je pense que très clairement, le milieu de la librairie, on n'est pas générateur. Enfin, on représente économiquement une part tellement dérisoire que c'est pas vers nous que ce genre d'outil, alors peut-être de façon plus globale et que puisse bénéficier. La question que vous posez, c'est que c'est pas tant de prendre le contre-pied d'une lecture, parce que ouvrir le champ, c'est quand même maintenir une cohérence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas amener un lecteur lire quelque chose l'amener à lire. Enfin, on peut toujours lui proposer, mais proposer une lecture qui soit à l'opposé, ça fonctionnera pas forcément. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut qu'il y ait une cohérence dans le parcours. Je voulais dire comme quelque chose qui, j'imagine qu'on puisse quand même finement modeler la chose pour que ça reste cohérent, mais qui sorte quelque peu du domaine de confort. C'est ça que je voulais dire. Pas non plus, par exemple, si on est sur un enfant qui lit des bibliothèques vertes, lui dire viens lire Rousseau ou ce genre de choses. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, ce sont des outils. Enfin, je dirais pourquoi pas, mais enfin, c'est une demande bien formulée. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'un algorithme pour ça. Il n'y a pas besoin d'une IA, je pense, pour ça. Après, voilà, l'IA, je pense, génère des choses dans un sens, et puis il y a forcément des forces inverses qui s'exercent aussi et qui proposent le contraire. Donc je ne doute pas que ce genre d'application existe. Maintenant, dans le domaine, en tout cas dans le domaine de la librairie, avant que ça irradie jusqu'à nous, on a encore pour quelques temps, je pense. Et alors en fait, excusez-moi, moi j'ai pas très bien compris, je suis désolé. Donc c'est un algorithme, une IA qui vous demandez quelque chose et... Alors, dans l'exemple que j'avais du fil Twitter, c'était ça a identifié par exemple la couleur politique du fil Twitter. Pareil pour le fil de news de l'agrégateur américain. Et si par exemple, si ça identifiait que l'utilisateur était plutôt de gauche, en activant cet outil, ça fournissait un fil plutôt biaisé à droite, pour éviter cette bulle informationnelle. Ça a éliminé tout ce qui n'était pas oui. gros, du côté de l'utilisateur. En gros, oui, ça permettait supposément, si on gardait son fil à soi et qu'on rajoutait ce fil anti-biaisé, dirons-nous, ça permettrait supposément d'avoir une vision globale. Et je me demandais si une technologie et un algorithme comparable pouvaient être utilisés pour des recommandations de lecture. D'accord, c'est-à-dire si par exemple quelqu'un fait des recherches sur un livre sur Internet, qu'éventuellement les propositions commerciales qui puissent lui être faites soient en accord avec ce qu'il a cherché, c'est ça ?
Non, justement l'inverse. Pardon, j'avais pas compris. J'avais pas compris. Je vais donner un exemple qui vient de me popper dans la tête. Ça y est, maintenant j'ai compris. Je vais donner un exemple tout de même qui vient de me popper dans la tête. Quelqu'un qui lit beaucoup de romances, lui proposer du Lovecraft. Ok. Oui, d'accord. Prenez le micro. Cette question de toujours distinguer, identifier et cibler, en fait, finalement, quelque part pose problème. Parce qu'on n'est jamais noir, blanc, fille, garçon. Toutes ces questions aujourd'hui qui sont très identitaires sont à la base trompeurs. Enfin, on est toujours un petit peu de tout, en fait. Et du coup, cet outil peut être finalement très, très canalisant et inintéressant dans un sens aussi, je pense. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Alors, ce n'est pas une question, c'est pour revenir au sujet, mais cet algorithme qui sert justement à faire des conseils en fonction de sur quoi on a cliqué en termes de livres, ça existe déjà, c'est les cookies, tout simplement. Quand on clique et qu'on fait des recherches sur tel ou tel site, Internet le mémorise et nous fait des recommandations en fonction des sites que l'on a visités. Et ça s'applique sur Amazon, et c'est ce sur quoi Amazon base toutes ses techniques de vente. Donc, en fait, cet algorithme existe déjà aujourd'hui. Et c'est justement le danger d'Amazon, cet algorithme. C'est bien pour ça que les libraires indépendants arrivent toujours à exister. C'est parce qu'eux, ils sont capables de faire justement des conseils qui ne sont pas noirs ou blancs. Voilà. Oui, pareil, je ne sais pas si c'est une question. Ça n'a pas d'importance. Oui, par rapport à la création des métiers, je voulais aussi, je suis assez d'accord avec Julie en tant que libraire sur la partie créative qui est la scénographie et la mise en désir des livres. Et je trouve aussi, en tout cas pour ma part, qui était libraire et qui suis plutôt dans le milieu des bibliothèques aujourd'hui, mais en tout cas en tant que libraire, il me semblait qu'il y avait une part, et c'est ce qui me manque chaque jour, je crois, c'était cette partie d'œuvre de l'esprit que constitue la création d'un assortiment. Mais vraiment, il y a des libraires indépendants qui rechignent à mettre en ligne leur fonds et leur assortiment, parce qu'ils le gardent jalousement comme une création de l'esprit. C'est une véritable création de l'esprit. C'est une création de l'esprit au départ, c'est-à-dire quand on crée son fonds et qu'on démarre, mais c'est une création qui se rejoue quotidiennement, à savoir si on va réassortir ou non quelque chose. C'est quelque chose qui se passe quotidiennement parce qu'on a une vision plus fine des lecteurs et des lectrices qui viennent nous voir. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de l'ordre qui est complètement créatif. C'est vraiment un assortiment, pour moi, est vraiment une œuvre de l'esprit. Mais c'est tout à fait personnel. Et concernant justement la définition oui, bon, mais c'est nouveau. Je ne savais pas qu'il y avait des expérimentations. Je suis assez curieuse sur la création effectivement d'un fonds et de collection en bibliothèque. Et c'est vrai que en même temps, c'est un signal que les bibliothèques se sont tellement loin du livre aujourd'hui et que ça devient effectivement plutôt un lieu où on propose des animations et autres ou qui se retrouvent parce que c'est le seul lieu qui est ouvert à prendre en charge des aspects qui, je trouve, s'éloignent de plus en plus du livre. Et justement, moi, en tout cas, dans ma transition entre de libraire à bibliothécaire, c'est vraiment très, 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 très différent. Et juste une remarque sur le fait que l'IA soit avant tout un algorithme. Amazon a tenté de créer des librairies physiques sur le même principe. Vous avez lu, vous aimerez, elles ont toutes fermé. Ça ne marche pas. Donc effectivement, dans les librairies indépendantes, il y a vraiment quelque chose qui est beaucoup plus fin. Moi, je propose un IA en librairie indépendante qui demande aux distributeurs d'augmenter les marges pour les libraires. Non, mais par contre, c'est étonnant parce que pour le coup, si ça ne marche pas en physique, ces librairies Amazon, ils continuent à le faire sur leur site. C'est qu'il doit y avoir quand même quelque chose qui marche, en fait, au final.
Puisqu'il le propose encore. En fait, le livre est très particulier, en tout cas nous, en France. Le livre est à un prix unique. Le livre est disponible, en fait, à peu près comme on veut, ou de son canapé en achetant chez Amazon, ou de pousser la porte d'une bibliothèque qui est libre, ouverte à tous, ou d'aller en librairie. Le livre est disponible tout le temps, partout, H24. Et c'est vraiment la façon dont il va être transmis. En fait, la plus-value, elle est là. Pour moi, elle va correspondre à chacun, à chacune, mais il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment un enjeu dans ce geste qui est pour moi la médiation. Après, que ce soit en bibliothèque ou en librairie, c'est ce geste de transmettre ce mouvement, cette médiation à l'autre, et qui joue aussi, mais c'est... Voilà. Je voudrais juste intervenir aussi sur la question de l'intelligence artificielle et comment la profession s'en empare aussi. En juin dernier, avaient lieu à Strasbourg les rencontres nationales de la librairie. Ce sont des rencontres qui sont organisées tous les 2 ans, qui réunissent énormément de libraires indépendants. On était 750 libraires indépendants réunis à Strasbourg pendant 2 jours. Il y avait beaucoup de sujets qui étaient abordés, qui évidemment intéressent la profession dans son ensemble. Et notamment, il y avait une conférence qui avait été commanditée par le syndicat national de la librairie française sur l'intelligence artificielle. Pour dire que ce sujet est au cœur quand même de beaucoup d'interrogations. En tout cas, l'ensemble de la profession reste vigilante à la question de l'IA, et notamment du point de vue des libraires. Pas tant, les distributeurs, les diffuseurs certainement aussi, mais en tout cas du point de vue des libraires. De cette conférence, moi je suis sortie de cette conférence avec beaucoup de moyens de compréhension par rapport à ce qui me gênait dans l'IA. Parce qu'il s'agissait, alors j'ai oublié son nom, mais c'était un scientifique spécialiste de l'IA, qui est par ailleurs neurologue, enfin, qui essaie d'expliquer justement les aspects de l'IA par rapport à la perception humaine. Et en fait, ce qu'il expliquait, c'est que l'IA, c'est un Frankenstein de l'intelligence. C'est-à-dire, c'est un agrégat de plein de pensées qui vont être agrégées pour en faire quelque chose qui paraît avoir du sens, en tout cas une information qui paraît comme ça. Sauf que ce sont des pensées humaines agrégées les unes aux autres. Du coup, quand un cerveau humain reçoit ça, on n'est pas en capacité de suivre en fait une multitude de pensées comme ça, ajoutées les unes sur les autres. Même si les phrases se suivent et sont compréhensibles de façon unitaire, si vous les prenez, si vous les lisez toutes, en fait, le sens global va vous échapper. Parce qu'un cerveau humain, parlant à un cerveau humain, on suit la même démarche de compréhension. Et on se suit, et même si on n'est pas d'accord ou si on apprend des choses, il n'empêche qu'au niveau de la façon d'élaborer les sujets, ça marche. L'IA, en fait, c'est pour ça que quand vous lisez, et vous faites l'expérience, c'est ce qu'il nous disait, faites l'expérience de lire une fiche Wikipédia, vous lisez un truc, vous vous intéressez à quelqu'un, vous lisez sa fiche Wikipédia, vous fermez le truc, vous laissez passer 10 minutes et vous dites, je me rappelle de quoi ? Eh bien, en fait, vous ne vous rappelez pas grand-chose. Franchement, notez-vous-le sur un bout de papier, vous allez voir, vous allez avoir besoin d'y retourner pour revoir ce dont on vous parlait. Vous allez avoir oublié où est-ce qu'il est né, vous allez oublier ce qu'il a fait comme étude, quel était son premier job. Il va vous rester 2-3 choses, mais il va vous en rester beaucoup moins que si vous prenez la biographie résumée d'un auteur qui vous a écrit sur cet homme-là ou cette femme-là. Vous allez vous rappeler de beaucoup plus de choses. Parce que dans le cadre de l'auteur qui écrit ou de l'autrice qui écrit une biographie, vous suivez une seule pensée humaine. Quand vous lisez sur Wikipédia, vous suivez une multitude de pensées humaines qui vous ont donné des informations sur une seule personne. Et franchement, faites l'expérience, c'est quand même assez hallucinant parce que là, pour le coup, on expérimente vraiment la limite de l'IA. Donc, je vous invite à essayer de le faire. Vous prenez une petite biographie, puis après, vous allez voir la fiche Wikipédia et vous regarderez ce dont vous vous rappelez le mieux entre ce que vous avez lu, écrit par une personne, et lu sur Wikipédia. Je voulais juste rajouter quelque chose que j'ai oublié de dire, quelque chose qui me tenait à cœur, sur les liens entre bibliothèque et IA. C'est tout simplement le lien lié à l'éducation aux médias et à l'information. C'est-à-dire que nous, on a une grande mission pour mettre en place des animations auprès des scolaires ou des adultes d'ailleurs, parce qu'on ne pense pas aux adultes, mais pour essayer de décortiquer le fonctionnement des médias en général. Je pense qu'il y a pas mal de bibliothèques aujourd'hui quand même qui investissent ce champ-là, d'expliquer voilà, comment ça fonctionne, que c'est pas parce que c'est l'IA que c'est vrai. Et donc ça touche à une fonction qui m'est chère des bibliothèques, c'est comment exercer son esprit critique. Et ça, je pense que voilà, on est rares établissements à pouvoir le faire aujourd'hui. Vous aviez une dernière question ? Non, c'était juste pour rebondir sur ce que vous demandiez sur pourquoi les boutiques Amazon fermaient physiquement mais pas en ligne. Je pense que c'est parce que c'est beaucoup plus simple de faire du shopping depuis son canapé que de se rendre en magasin.
mais quitte à se rendre en magasin, autant aller voir un vrai expert, une libraire, qui sait de quoi elle parle, que d'aller voir une intelligence artificielle qui a lu sans lire une tonne de livres, qui va juste se contenter de me conseiller la biographie d'un auteur. Donc c'est peut-être pour ça. Voilà. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, nous avons rattrapé notre retard. Ça, c'est pas mal. Pas d'autres questions? Fini? Non? Alors, on va remercier effectivement nos deux derniers intervenants. Merci beaucoup à vous. Et accessoirement, on peut remercier l'Être du Monde pour le travail de ce festival qui est indispensable et donc qui a encore plein de choses à voir, des interventions, des choses, etc., etc. Bonne journée à vous. Merci.